Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission consacrée au débat d'idées sur l'avenir politique et institutionnel de la République du Congo. Bienvenue sur l'émission Questions de politique. Notre invité est aujourd'hui le révérend Gaston Mawungu, qui poursuit depuis plusieurs publications une réflexion approfondie autour d'une proposition qu'il considère comme déterminante pour l'avenir du Congo, l'organisation d'une seconde conférence nationale souveraine congolaise. Après avoir notamment publié un plaidoyer pour une seconde conférence nationale souveraine congolaise, il revient aujourd'hui avec un autre titre, avec un nouvel ouvrage, au titre particulièrement évocateur. Sans questions et réponses, sans questions-réponses sur la seconde conférence nationale. Pourquoi sans questions? À quelle interrogation cherche-t-il à répondre? À qui s'adresse ce livre? Aux convaincus? Aux sceptiques? Aux responsables politiques? À la société civile? À la diaspora? À la jeunesse congolaise? Mais surtout, pourquoi Gaston Mawungu consacre-t-il autant de travaux à cette idée d'une seconde conférence nationale souveraine? Son nouvel ouvrage semble aller plus loin encore. Il ne s'agirait plus de reproduire la conférence nationale souveraine de 1991, mais d'en tirer les enseignements afin d'imaginer un mécanisme nouveau, une conférence préparée en amont par des projets de société, de contributions d'experts, d'associations et de citoyens, débattus auprès des populations avant d'être soumis à l'arbitrage national. Dès lors, la question centrale devient peut-être celle-ci. Le révérend Gaston Mawungu nous propose-t-il une nouvelle conférence politique ou une véritable méthode de refondation de l'État congolais? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec lui. Révérend Gaston Mawungu, bienvenue sur la chaîne Lumière du Congo. Nous voici à nouveau sur le plateau de l'émission Questions de politique, car il y a quelques semaines en arrière, après la publication de votre ouvrage portant sur le plaidoyer pour une seconde conférence nationale souveraine congolaise, que vous venez de publier encore un autre titre, mais toujours dans la même optique. Dites-nous, pourquoi encore un livre sur la seconde conférence nationale souveraine? Encore un livre. C'est parce que ce poids que nous avons, nous tous, au Congo. Nous avons un système politique tyrannique, avec des preuves palpables reconnues par la population et par la mouvance présidentielle pécétiste et apparentée, puisque ce mouvement-là est en train de s'imploser à l'intérieur du fait que des groupuscules apparaissent et reconnaissent que les choses ne marchent pas et que l'on ne peut pas fort longtemps cacher la véritable réalité du marasme économique dans lequel nous sommes. Arrivé à ce niveau, nous avons une opposition politique congolaise, nous avons une diaspora, nous avons une société civile moribonde et qui a brillé par des slogans du dégagisme absolutiste du tyran, ça se dégage, ça se doit partir, et tout cela que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux. Seulement, il y a une chose qui manque. Tant que nous savons que tout ça est vrai, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est pour répondre à qu'est-ce que nous devons faire que je suis en train de cimenter cette proposition qui date de 2015 pour la rendre malléable. C'est comme quelqu'un qui a préparé la nourriture, il ne reste plus qu'à servir les gens. Et donc, conséquemment, à inviter les autorités politiques de notre pays, tant de la mouvance présidentielle pécétiste et apparentée, de l'opposition, les individualités, la diaspora, la société civile, l'Église, les syndicats, à se rassembler autour de ces travaux qui sont méticuleusement annoncés et écrits sur le plan juridique, institutionnel, constitutionnel et celui de la mouvance citoyenne. Je propose à ce que nous prenions à bras le corps la problématique de notre pays sans violence, sans fourberie politique, mais avec toute
honnêteté et surtout avec tout pragmatisme. Donc voilà pourquoi j'ai écrit 100 questions-réponses sur la seconde conférence nationale souveraine pour que les questions que les gens se posent soient répondues ouvertement. Oui, alors vous avez bien compris, dans ma question, il y avait ceci, encore. Pourquoi encore? Pourquoi encore? C'est pour marquer l'insistance. Ça veut dire que ce que je voulais dire, pourquoi cette insistance chez vous? Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas encore été suffisamment compris, expliqué ou débattu pour justifier autant de publications consacrées à la seconde conférence nationale souveraine? Exactement. Le principe de la conférence nationale souveraine n'est pas compris par notre jeunesse qui aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure où il y a eu la conférence nationale souveraine de 1991, ont 35 ans. Il leur a été rapporté tout le mal sur la conférence nationale souveraine de 1991 en disant que cela n'a pas réussi parce que Denis Sassou Nguesso est revenu aux affaires. Or, Denis Sassou Nguesso est revenu 5 ans après un mandat du président Pascal Lissouba. Ce qui revient à dire que confondre le retour aux affaires par un coup d'État militaire qui a duré 5 mois avec l'échec d'une prétendue conférence nationale souveraine qui aura échoué, frise un débat d'agnostic et d'apostat, d'ignorants. Donc il faut préciser quelle est la force d'un rassemblement tel qu'il avait été fait et qu'il avait réussi. Parce que moi j'insiste sur le fait que la conférence nationale souveraine de 1991 était une réussite totale. Aujourd'hui, ceux qui disqualifient, qui discréditent cette conférence nationale souveraine de 1991 ne sont même pas les amateurs, les militants du PCT et ses apparentés, mais plutôt ceux de l'opposition qui confondent le retour aux affaires par la force violente militaire de Denis Sassou Nguesso à un prétendu échec, alors qu'il n'y a pas eu échec. En plus, quand nous comprenons les tours et les contours d'une seconde conférence nationale souveraine, nous comprenons que c'est la voie royale pour mettre toutes les compétences de notre pays, tous bords confondus, sur une même table et être capable de faire table rase pour décider le présent et le futur à accorder à notre pays, quelle qu'en soit la tête dure du pouvoir en place qui voudra faire comprendre à toute la population, circuler, il n'y a pas péril en demeure, tout va bien, alors que la population, elle, sait que tout ne va pas bien. Donc, j'insiste parce que c'est la seule voie qui nous reste. Nous ne pouvons pas faire un coup d'État, parce que celui qui est au pouvoir est le faiseur de coups d'État dans notre pays. Tout l'argent du pays est entre ses mains. Il a réalisé la captation du PIB national. C'est-à-dire que la production pétrolière, forestière et minière est entre ses mains. Aujourd'hui, si nous faisons des audits de cela, nous allons faire les audits de 10% sur les 40% de la production financière qui résulte de l'exploitation pétrolière, forestière et minière. Donc déjà, les dés sont bipés. Même si on réussissait à mettre des commissions indépendantes à faire les audits de notre pays, ils ne nous présenteront que les documents sur 10% des 40% de notre revenu. Donc même jusque-là aussi, ça ne peut pas réussir avec ce pouvoir. Donc il faudrait les mettre au pilori. Il faudrait une confrontation qui doit aller au-delà de tout ce qu'ils présentent comme marche vers le développement. Et auditer la totalité de la réalité juridique, politique, économique, militaire, sociale, éducative, industrielle et autres de notre pays pour qu'on trouve les solutions et faire avancer le pays. Aujourd'hui, nous devons arrêter de perdre le temps à la population congolaise en lui donnant des promesses. Nous avons eu des promesses du genre le général Jean-Marie Michel Mokoko, le Moïse du Congo. Le résultat est ce qu'il est. Nous pouvons nier que c'est lui qui a réussi l'élection, mais comme sur le terrain pratique,
il a été 3e, eh bien que voulez-vous? La communauté nationale et internationale ne peut pas se permettre de dire ce qui n'est pas la réalité. Donc, je suis sur la confrontation réelle de la véritable réalité de notre pays. Il nous faut confronter le pouvoir en place, et cette confrontation doit être dirigée vers le dépannage du pays et son émancipation, et non continuer avec les slogans vains, puérils, des injures qui ne changent rien du tout. Donc cette insistance est faite parce que la voie royale, la seule qui nous reste, c'est de rassembler tout le monde. Dans une famille, quand papa est d'un côté, maman de l'autre, les enfants de l'autre, le rassemblement de cette famille doit être le fruit de la maturité du frère aîné des enfants, qui doit demander à papa et à maman à s'asseoir sur une même table avec lui, le frère aîné, pour régler la question de papa et de maman pour que les enfants soient bien portants. C'est le cas de notre pays. Il y a ceux qui sont au pouvoir qui pensent que les choses marchent, ceux qui sont au pouvoir qui ne jouissent pas des 8 besoins fondamentaux d'un être humain, donc qui sont lésés, ils n'ont plus de dignité parce qu'ils sont devenus mendiants. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus ce que Staline disait. Pour montrer ce qu'il se passe, il a dit qu'on lui apporte un coq. Alors, il a déplumé le coq. Le coq ne faisait que pleurer. Il lui a enlevé toutes les plumes. Le coq est devenu exsangue et il a fait tomber à terre. Il agonissait dans la douleur. Il a pris quelques grains de blé, il s'en va et il jette, il s'en va et il jette. Le coq se met à suivre les grains de blé, c'est-à-dire à suivre le tyran qui jette les grains de blé. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus si exsangues que quand il descend remettre l'électricité et l'eau aux poules, les gens acclament. Il ignore que quelques mois durant, il a dit, c'est moi qui ai dit à la DGSP d'aller renforcer l'armée dans la guerre du poule. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'acclamer quelqu'un qui est en train de nous jeter quelques miettes après nous avoir déplumés, après nous avoir fait souffrir. Et donc, c'est à nous, les intellectuels, de nous dire, nous allons élever le débat, nous allons nous asseoir à table, sans compromission, nous allons confronter ce pouvoir tyrannique et nous trouverons la solution pour sauver tout le pays, et eux et le pays, pour que ça marche. Et c'est pourquoi j'insiste sur le rassemblement de l'élite nationale, pas dans l'élan du monopartisme déclinant vers le multipartisme, qui a été une réussite de la Conférence nationale souveraine de 1991, mais vers une refondation nationale et l'installation d'un état de droit dans notre pays, parce que dans notre pays, depuis que l'armée a pris le pouvoir, l'état de droit n'existe pas. Donc c'est depuis 1969 qu'il n'existe pas d'état de droit dans notre pays. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Justement, vous insistez tellement dans cette voie-là, et c'est pour ça d'ailleurs que votre précédent ouvrage relevait davantage d'un programme politique sous la forme d'un plaidoyer. Oui. Par contre, cette fois-ci, vous avez choisi une méthode pédagogique fondée sur 100 questions et 100 réponses. Pourquoi ce choix? C'est parce qu'il y a... pourquoi ce choix? Alors, je n'oublie pas que vous êtes politologue, vous êtes un acteur politique, vous êtes un activiste politique de la diaspora, et je n'oublie pas aussi que vous avez un autre statut, vous êtes révérend, oui. Révérend pasteur Gaston Marungu, et si vous êtes révérend, c'est parce que vous avez justement une casquette de spirituel, oui. Ou de religieux, je peux le dire aussi. Alors, comme je sais que dans justement le cadre spirituel, la lecture spirituelle suppose aussi les nombres et les chiffres, les nombres et les chiffres, sinon les chiffres et les nombres, et donc la symbolique. Est-ce que le fait d'avoir choisi 100 questions et 100 réponses
Alors, le choix de ce nombre, à quoi nous renvoie-t-il? Pourquoi ce choix? Parce que le chiffre 100 représente la plénitude. C'est-à-dire que je me suis arrangé de telle sorte que toutes les questions qui apparaissent dans les débats, soit sur les réseaux sociaux, soit avec les intellectuels de la diaspora qui me sont posées, je les anticipe comme questions et réponses pour que nous soyons en face d'une réalité au travers de laquelle je peux répondre à la pluralité du doute que recèle l'homme politique congolais, tant de la mouvance présidentielle pécétiste et apparentée que de l'opposition et de la société civile, même les individualités. Je choisis le chiffre 100 pour dire, après avoir posé 100 questions et répondu à 100 questions, si quelqu'un ne reconnaît pas la puissance actuelle de la seconde conférence nationale souveraine congolaise, alors il ne comprend pas la problématique congolaise et la porte de sortie de cette crise multidimensionnelle. Donc le chiffre 100 est pour clore le débat, répondre à toutes les questions possibles et celles qui sont posées et les questions prévues par une prévoyance spirituelle et assouvir la soif de ceux qui doutent, mais aussi préparer l'autorité politique de notre pays et comprendre que ceci n'est pas fait contre eux, mais ceci est fait contre ceux qui les ont produits comme système politique. Nous désavouons le système politique, nous ne désavouons pas les visages, parce que nous savons que quand notre système judiciaire va se lever, alors les responsabilités des uns et des autres apparaîtront devant les uns et les autres, et notre justice, qui aura été écrite avant même que ne naissent ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, pourra tracer le chemin de la justiciabilité universelle congolaise. C'est-à-dire qu'au Congo, personne ne pourra être plus fort que la justice et personne ne devra être écrasé par la justice parce que tout le monde est justiciable. Certes, que les gens pensent que c'est infaisable dans la pensée apathique des uns et des autres. Mais la loi, telle qu'elle est écrite dans notre pays, peut s'appliquer à tous. Il suffit qu'il y ait une mouvance citoyenne, une participation citoyenne qui pousse les verrous verrouillés pour les déverrouiller et mettre en forme la plénitude de l'indépendance de la justice pour régler la totalité des problématiques que nous avons dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai insisté sur 100 questions qui ont 100 réponses bien élaborées. On pourra même essayer de dire, bon, choisis lequel est le nombre que tu voudrais que nous puissions lire comme question et on va lire la réponse et les gens vont se rendre compte de ce travail méticuleusement élaboré dans un esprit d'unité et de victoire contre la malgouvernance, la corruption, l'injustice, l'impunité, l'intolérance. Surtout le manque d'équité dans la répartition de la richesse nationale. Autrement, vous l'avez certainement déjà dit précédemment, mais il est quand même important qu'on y revienne. Il est important de le souligner, de le ressouligner. À qui s'adresse prioritairement ce nouvel ouvrage? Est-ce un livre destiné à convaincre ceux qui rejettent l'idée ceux qui pourraient rejeter l'idée d'une seconde conférence nationale souveraine, à éclairer ceux qui hésitent encore, ou à fournir une sorte de manuel à ceux qui voudraient la mettre concrètement en œuvre? Autrement dit, après avoir plaidé pour la seconde conférence nationale souveraine congolaise, cherchez-vous désormais à convaincre, à expliquer ou à préparer son organisation? L'organisation de la seconde conférence nationale souveraine. La réponse est dans la question que vous venez de poser. Je suis en train d'aider l'homme politique au pouvoir
actuellement. Comment est-ce qu'il devra s'y mettre pour réaliser la seconde conférence nationale souveraine? Parce que c'est à lui de prendre cette responsabilité. Même si les détracteurs nationaux et internationaux, c'est-à-dire ceux de la diaspora, pensent qu'ils ne sont pas habilités à le faire, mais en les aidant, nous allons réussir à les mettre sur un chemin qui apportera un changement qualitatif et quantitatif dans le combat que nous devons tous mener, celui de la malgouvernance. Nous sommes en train de voir des éléments, des mini-éléments de lumière dans la gouvernance telle qu'elle va avoir lieu actuellement. Or, nous qui combattons, moi je combats depuis 12 ans, j'ai grandi avec les promesses du président, l'homme fort, Papa Bonheur, l'homme des masses, l'homme des actions concrètes, qui n'a jamais eu des actions concrètes et qui n'a jamais été l'homme des masses. La preuve, il descend à Kinkala, regardez près de 2000 personnes au loin, parquées sous une tente, et lui, éloigné peut-être de 200 mètres, en train de partager l'argent. Et on lui donne un nouveau nom, Moana Mundele. C'est-à-dire que le fils d'un colon. En fait, c'est ça. Et il y a d'autres qui disent le fils de celui qui se blanchit la peau. Donc, c'est symptomatique. C'est le fils de celui qui veut apparaître autre que ce qu'il est. Dans notre pays, nous savons que toutes les affres que nous avons connues, nous ne devrions pas y arriver. Mais c'est une nation de nous tous et il faudrait la faire avancer. Et donc pour la faire avancer, il faudrait parler au cœur du pouvoir en place. Moi, je voudrais être témoin de celui qui leur a dit, voici, tout est pensé, tout est publié, tout est écrit, tout est expliqué, tout est explicité, faites. Si vous ne faites pas, l'histoire me donnera raison que je vous avais proposé ceci et que vous n'y avez pas voulu. Donc, qui d'autre devra prendre à bras le corps notre problématique sinon nous-mêmes? Nous n'allons pas attendre le blanc pour venir le faire. Et c'est dégradant pour nous que 65 ans après notre indépendance, nous puissions encore prendre des leçons de la part de l'homme blanc qui lui-même est en train de se comporter aujourd'hui comme un sauvage. L'ensauvagement en France, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, entre les États-Unis et l'Iran, tout ça nous montre que notre planète ne peut pas continuer d'être dirigée par des hommes qui sont en train de détruire l'institution onusienne. Donc, nous sommes capables, nous-mêmes, de refonder notre confiance et de travailler pour la refondation nationale. Parce que ces livres que je suis en train de publier travaillent pour la refondation d'une nation. C'est-à-dire le recommencement de A à Z de toute une nation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi il est important de savoir que le livre s'adresse aux autorités en place, en premier lieu. C'est à eux de pouvoir humblement accueillir un des leurs et dire, monsieur, vous êtes un penseur, voyons voir de quoi est-ce que tu parles. Et que tu parles pour la nation. Donc je suis convaincu que si l'autorité supérieure ne s'y engagera pas, au moins qu'il y ait de la bravoure dans ses conseillers, ses courtisans, ses hommes de main, ses ministres, ses généraux, pour dire c'est un fils de pays. Il parle la voix des sans-voix. Il dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Écoutons-le, consultons ce qu'il a prévu. Si ce qu'il a prévu est bon, allons-y, pratiquons la chose pour que nous arrivions à décongestionner cette manque de confiance entre la population et le pouvoir en place, ce qui fait que la population demeure dans la pauvreté, la misère exsangue. Cette indigence exsangue-là doit finir quelque part. Et ce sont les fils du pays qui doivent se lever pour parler franchement, comme dans la fable du corbeau et du renard, ou de la cigale
et de la fourmi, trouver la solution pour le problème qu'il y a dans notre pays, alors que c'est totalement pensé, totalement divulgué, totalement écrit et totalement publié. Alors, justement, vous avez dit tout à l'heure là que la conférence nationale souveraine de 91 a été une réussite totale. Oui. A été une réussite totale. Or, certains de vos compatriotes estiment que le résultat, n'est-ce pas, de cette conférence nationale ne correspond pas à un succès, au succès attendu. Et ils pensent que c'était vraiment ni figue ni raisin. voilà, ni figue ni raisin. Et vous persistez à dire que c'était une réussite totale. Alors, il va falloir que vous essayiez de convaincre, n'est-ce pas, que vous persuadez la partie qui estime que le but n'était pas atteint. Et de ce point de vue-là, j'ai cette question à vous poser. Quelle leçon précise tirez-vous de cette conférence nationale de 91 pour éviter que la seconde conférence nationale souveraine que vous proposez ne soit simplement une conférence nationale souveraine bis? Pour répondre à cette question, je vais répondre sur 3 volets. Je commence par la fin. Dans mon ouvrage Plaidoyer pour une seconde conférence nationale souveraine, j'ai très bien expliqué qu'une conférence bis est une conférence qui dégraderait la conférence nationale souveraine de 1991 par le statut, le postulat de conférence nationale bis. C'est un peu péjoratif et c'est ce qui est juridiquement parlant. Donc c'est quelque chose qui n'a pas réussi et donc il faudrait le refaire parce que ça n'a pas réussi. Or, je démontre que la conférence nationale souveraine a été une réussite. Donc, voilà comment je procède. Il faudrait enlever l'écharde du retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso comme la conséquence de l'échec de la conférence nationale souveraine. Parce que Sassou Nguesso n'est pas revenu au pouvoir en 1992, mais en 1997. C'est-à-dire que la réussite de la conférence nationale souveraine a entamé une marche démocratique de 5 ans dans notre pays et Sassou est venu buter l'entame de la démocratisation de notre pays. L'argument pur et simple, c'est que dans le débat public, il y a une confusion qui est faite entre l'acte fondamental du 4 juin 1991 comportant 98 articles et qui a aboli la constitution de Denis Sassou Nguesso de 1979. L'acte fondamental a préparé la gouvernance transitoire qui a été une réussite avec le Premier ministre Milongo. L'acte fondamental devait emmener la création d'une commission électorale indépendante pour une élection électorale présidentielle indépendante, transparente, et cela l'a été. Donc, l'acte fondamental a fait le travail qu'il devait faire. Maintenant, il y a une problématique qui ressurgit. Celle de dire qu'il y a eu 247 articles qui n'ont pas été exécutés. Alors, à cela, je voudrais enseigner aux juristes, aux institutionnalistes et aux constitutionnalistes de notre pays que pour que les résolutions de la conférence nationale souveraine fussent exécutoires de facto, il fallait, avant la réalisation de la conférence nationale souveraine, qu'il y ait un contrat d'habilitation qui devait être contracté entre le pouvoir en place et les partis politiques et la société civile et les indépendants qui devaient nous amener dans la conférence nationale souveraine. Or, il n'y a pas eu d'acte d'habilitation, il n'y a pas eu de contrat d'habilitation qui précède la réalisation d'une conférence nationale souveraine. C'est quoi le contrat d'habilitation? C'est une entente
formelles qui définissent la nature de la conférence nationale souveraine. Il y a 3 natures de conférence nationale souveraine. Une conférence nationale souveraine forte, une conférence nationale souveraine moyenne et une conférence nationale souveraine simple. Ça, c'est en termes simples pour que ma maman et mon papa de Kakamoueka et de Bunji comprennent. La conférence nationale souveraine forte a un principe. Toutes les résolutions, les motions, les actes pris dans la conférence nationale souveraine sont exécutoires de facto, c'est-à-dire qu'elles deviennent des lois. De facto, il suffit qu'elles soient élaborées par la conférence nationale, adoptées par la conférence nationale, ça devient une loi. La conférence nationale souveraine moyenne, les résolutions qui sont prises dans la conférence nationale souveraine, avant de devenir une loi, doivent passer par référendum ou par une adoption par l'Assemblée existante. La conférence nationale souveraine simple, c'est celle que nous avons faite. C'est-à-dire que les résolutions qui sont prises sont à la merci du pouvoir en place. Et quel fut le pouvoir en place? Le pouvoir de Sassou? Non, le pouvoir que nous devrions établir. Donc, c'est au pouvoir du président Pascal Lissouba de mettre en œuvre tous les moyens de la mise en application de ces résolutions. Or, quelle est la problématique qu'a rencontrée le président Pascal Lissouba? C'est que le président Denis Sassou Nguesso, président sortant, avait réalisé la captation de la richesse nationale. Quand Pascal Lissouba arrive au pouvoir, il n'avait pas la même mise sur le pétrole, le bois et l'exploitation minière de notre pays. Il n'a tourné qu'avec les recettes douanières, les recettes des impôts et avec un COSA qui est apparu après. Mais le président Denis Sassou Nguesso continuait de percevoir l'argent de l'exploitation pétrolière, forestière et minière parce que Denis Sassou Nguesso est le propriétaire du pétrole du Congo parce que c'est lui qui détient les titres fonciers du Kouilou et des larges du Kouilou. Le pétrole lui appartient. C'est ce qu'on appelle la captation de la richesse nationale. Donc, il n'avait pas les moyens de pouvoir mettre tous les articles en place parce qu'il n'avait pas le pouvoir financier. Car le pouvoir financier est toujours demeuré par celui qui a réalisé la captation de la richesse nationale. Et jusqu'aujourd'hui, nous vivons dans un état dont la captation des richesses nationales, pétrolières, forestières et minières est réalisée par Denis Sassou Nguesso et sa famille. Il se le partage avec la mouvance présidentielle Pessetite et apparentée, et c'est avec cela qu'il corrompt l'opposition. Cette opposition que nous avons dans notre pays, il a un puits où il puise pour nous faire tout le jeu du marasme politique qui est en train de se passer actuellement. Et c'est pourquoi, dans ces ouvrages, je mets en lumière la nécessité de pouvoir questionner tout ce que nous disons là et de voir véritablement comment fonctionne l'économie de rente que nous avons. Donc, après avoir dit tout ça, il appartiendra aujourd'hui aux hommes de bonne volonté de pouvoir lire les ouvrages, les sans questions et les sans réponses. Et puis, si après cela, les gens voudront que nous fassions de la confrontation, nous allons faire de la confrontation pour éclairer notre population. C'est pourquoi je suis en train toujours de demander que ce soit pour le plaidoyer pour la seconde conférence nationale souveraine, que je sois reçu à notre ambassade, que je puisse envoyer aux 7 grandes personnalités de la gouvernance de notre pays ces 2 ouvrages, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils m'appellent pour en parler avec eux et qu'ils me permettent de travailler avec notre corps universitaire là-dessus, car je suis convaincu que plusieurs lumières apparaîtront et plusieurs apports apparaîtront pour solutionner notre problème, parce que je ne suis pas le seul qui puisse donner la solution à notre pays, mais au moins celui qui a tracé une feuille de route pour parvenir à la résolution de la crise multidimensionnelle qui nécessite tous les bras des Congolais rassemblés pour sauver notre pays. Alors, dans votre ouvrage, il y a une expression qui retient particulièrement l'attention dans la présentation de votre livre.
vous proposez que la seconde conférence nationale souveraine congolaise ne soit plus seulement un événement politique ou historique, mais un véritable mécanisme d'ingénierie institutionnelle. Que signifie concrètement cette expression? Ingénierie, mécanisme d'ingénierie constitutionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il est question de déclarer ouvertement aux constitutionnalistes, aux institutionnalistes, d'expertiser si oui ou non nous avons une interdépendance institutionnelle. Sinon, eh bien, travailler pour que nous parvenions à l'interdépendance institutionnelle. Parce que le problème que nous avons dans le pays, c'est celui-là. En d'autres termes, le pouvoir exécutif écrase tous les autres pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la presse et les médias, l'armée, l'administration, la science, les arts sont écrasés au bon vouloir du président de la République. Ce qui revient à dire que l'État n'existe plus. Mais la volonté suprême du président de la République existe. Comment pouvez-vous admettre que dans notre pays, l'institution judiciaire meut au claquement du doigt du président de la République, donc de l'exécutif? Quand vous arrivez là, vous comprenez que le système qui doit amener la fin du manque d'interdépendance du pays, c'est-à-dire le verrouillage politique du pays, c'est mettre un grain dans le moulin pour parvenir à la libération de l'institution judiciaire, premièrement, puis la libération de l'institution législative. Et le reste se roulera comme des bières, des billes. C'est ce que je veux dire. Donc tout ce mécanisme est le fait d'appeler toutes les compétences pour regarder de loin et de près la problématique du manque de l'interdépendance institutionnelle dans notre pays qui grille tout élan d'émancipation, tout élan de développement. Et donc c'est cela, ce mécanisme d'ingénierie institutionnelle. Je ne me vante pas, j'ai fait un bon 50%, j'attends qu'on me corrige, qu'on améliore mes 50% et que les autres 50% soient conclus par ceux et celles qui peuvent eux aussi, parce qu'ils ont fait le même constat, apporter du leur dans la réalisation du mécanisme de l'ingénierie institutionnelle. C'est le travail que nous devons faire dans le pays, mais pas que. C'est le travail qui manque dans les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi on dit que le pouvoir est tyrannique. Parce qu'effectivement, le mécanisme de gestion institutionnelle d'un pays n'existe plus. Il n'y a que la volonté soutenue, accompagnée par toute la nation du président de la République qui trône. Un seul doigt ne peut pas laver un visage. Voilà pourquoi le visage du Congo ne peut pas être lavé, parce que Denis Sassou Nguesso a trop de pouvoir. Il a un trop plein absolu de pouvoir. Voilà pourquoi ses faiblesses impactent la faiblesse nationale. Ses erreurs impactent l'erreur nationale. Son avidité impacte la pauvreté, la misère, l'indigence exsangue. Quand on dit indigence exsangue, c'est une indigence au travers de laquelle le sang de chacun qui est soumis à cette indigence saigne. Des gens meurent par les armes, des gens meurent par la faim, des gens meurent par la soif, des gens meurent par le stress, des gens meurent de toutes les manières parce qu'il détient à lui seul l'argent du pays, l'armée, la diplomatie, et gère cela pour se maintenir au pouvoir. Et ce maintien au pouvoir est en train de prévoir que Denis Christel Sassou Nguesso soit le futur président de notre pays. Si nous ne réalisons pas la seconde conférence nationale, eh bien je dis aux Congolais, ne soyez pas surpris que ce soit Denis Christel Sassou Nguesso qui sera président de notre République dans 2 ans.
ou sinon en 2031. Mais si nous réalisons la seconde conférence nationale souveraine, nous arrêterons cela et nous démarrerons notre pays. En 5 ans, il sera une Norvège. Pour ne pas dire une Suisse. Parce que nous en avons les capacités. Nous avons la même population que la Norvège. La Norvège est une nation européenne qui exploite le pétrole comme nous. Donc, nous avons en dehors du pétrole une manne forestière et minière. En tout cas, si ceux qui sont au pouvoir voient la seconde conférence nationale souveraine comme un état de lieu pour les règlements de compte, alors eux-mêmes ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité. Parce que la question des règlements de compte qui aura été faite n'a jamais été l'objet d'une action politique ou politicienne de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Mais parce qu'il est parti aux élections. Et il a échoué, il est sorti 3e. Donc on ne peut pas prétexter que Sassou Nguesso a une rancune. Non, Sassou Nguesso continue avec son monopartisme. Nous devons arracher le pouvoir du peuple entre les mains de Denis Sassou Nguesso et le remettre au peuple par un mécanisme d'ingénierie institutionnelle, c'est-à-dire le rétablissement de l'état de droit, dont je fais part dans mes ouvrages sur la seconde conférence nationale souveraine. Le travail est là, il ne nécessite que d'être vu à la loupe pour être scruté et voir si c'est de la violence que je suis en train d'interpeller la population, ou si c'est de la non-violence, ou si c'est la sortie de crise. Donc, personnellement, j'ai déjà engagé une demande d'audience à l'ambassadeur de la République congolaise ici en France, à Paris. Je serai ici. D'ici là, je m'entretiendrai avec lui pour faire parvenir ces 2 ouvrages aux autorités dont j'ai mentionné ici le président de la République, le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour et consorts. Quant aux généraux et autres, qu'ils achètent sur Amazon ces 2 ouvrages, quant aux universitaires, qu'ils se les procurent déjà. Quand je serai sur place, je demanderai une subvention. Le nombre d'étudiants que nous avons, notre pays doit leur donner à chacun ces ouvrages. C'est la seule chose que je pourrais exiger pour notre pays, car je sais qu'est-ce que je suis en train de proposer à notre pays. Très bien. Alors, en regardant de très près entre les lignes dans vos ouvrages, notamment dans les 100 questions et 100 questions et réponses sur la seconde conférence nationale souveraine congolaise, vous proposez une idée particulièrement originale. C'est celle de faire précéder la seconde conférence nationale souveraine congolaise d'un appel national à projet. Oui. Ce qui ne fut pas le cas lors de la conférence nationale de 91. Ce qui n'a jamais été fait dans les conférences nationales souveraines qui se sont réalisées au Bénin, partout ailleurs. C'est une idée particulièrement originale. Et donc vous proposez de faire précéder la seconde conférence nationale souveraine congolaise d'un appel à projet. Un appel à projet qui permettra à des experts, aux associations, aux organisations citoyennes de présenter des propositions structurées de réforme. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment fonctionnerait ce dispositif? C'est très simple. Ou alors, puisque ceci préparera la conférence nationale. La grande messe. Donc, quelles sont les différentes étapes, justement, pour y arriver? Les différentes étapes sont très simples. Premièrement, il faut travailler avec le pouvoir en place pour qu'il accepte l'idée de la réalisation de la seconde conférence nationale souveraine. Dès qu'ils l'ont accepté, ils vont composer une commission consultative avant la commission d'organisation. La commission consultative va faire un appel à projet.
les associations, les organisations non gouvernementales, les collectivités, la société civile, les individualités. Quiconque est capable de dire aujourd'hui, voici dans tel domaine le mal du pays. Je prends un exemple dans le domaine de la révolution domaniale. Voici comment l'héritier d'un lopin de terre dans notre pays n'est pas à 100% dans ses droits. Ce qui fait que l'économie ne marche pas. Pour que l'économie marche, il faut que l'héritier d'une parcelle, d'une forêt, d'une campagne soit celui qui exploite ce qu'il y a sur la surface et sous terre. Quelle que soit la richesse qu'il y a sur la surface et sous terre, c'est lui qui l'exploite. L'État ne fait que le protéger et lui, il ne fait que payer ses impôts auprès de l'État, ses redevances auprès de l'État. S'il y a un cerveau qui peut nous expliquer en long et en large ce qui concerne la révolution domaniale, il va présenter son expertise et ses leviers de solution à la commission consultative. Et donc, il y aura beaucoup de projets qui viendront de par-ci et de par-là. La commission consultative va les consulter. Il trouvera des projets qui sont semblables. Alors, s'il y a 2 ou 3 ou 5 projets qui sont semblables, présentés par 5 entités collectives ou individuelles, les entités collectives désignent un speaker qui va battre campagne contre les 5 autres sur ce domaine précis. Expliquer à la population l'expertise et le levier de solution. La population va écouter les 5 personnes et va désigner la personne la plus pertinente. Et cette personne la plus pertinente va nous faire un projet de société dans ce domaine-là. Un plan d'exploitation de son idée. Et ce plan d'exploitation de l'idée, parce que consultation populaire a été faite, reconnaissance partielle populaire a été faite, ça devient un élément du travail que feront les 1200 ou 1500 délégués que nous allons rassembler. Donc tous les projets qui seront présentés et débattus seront déjà reconnus partiellement. Alors pourquoi je propose cela? Mais c'est parce que le pouvoir est souverain entre les mains du peuple. Donc c'est le peuple qui propose aujourd'hui à ceux qui nous dirigent qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à développer notre pays. C'est ça cette originalité. Donc ça prouve que la nation tout entière est en train de reconnaître en ces personnes-là le fait qu'ils sont des compatriotes qui veulent aider le pays. Alors, c'est un appel à projet national. Donc vous allez retrouver des gens de la mouvance présidentielle PCTiste et apparentés, les gens de l'opposition politique, les gens de la diaspora, les éléments de la société civile, des syndicats, de l'armée, de la justice. Tout le monde doit participer à comment ils veulent que notre pays marche. Et quand ils ont ainsi participé, les délégués ne font que préparer la faisabilité de tous ces projets qui ont été concoctés par notre représentativité nationale. Et ça va nous perdre le temps. Et c'est ainsi qu'on va tracer, nous tous, le chemin à suivre pour notre pays. Facilement, avec toutes les expertises et tous les leviers de solutions, nous allons rédiger le projet de société que devra suivre le pouvoir en place après la seconde conférence nationale souveraine. Alors, donc, on part de l'acceptation par le pouvoir et ensuite mise en place d'une commission consultative. Et vous avez énuméré une autre commission. Commission d'organisation. Commission d'organisation. La commission d'organisation, c'est quand la commission consultative a terminé le travail, la commission d'organisation se met en place. Comment, à votre avis, quelles seraient les garanties
qui permettront d'éviter que ce processus soit capté par le pouvoir en place, soit par les partis politiques ou certains groupes d'intérêt. En tout cas, tel que réalisé ainsi, la commission consultative doit être organisée comme suit, ainsi que la commission organisationnelle. La commission consultative, il faudrait qu'il y ait une parité des représentants de la commission. 2 membres de la mouvance présidentielle PCTiste et apparentée, 2 membres de l'opposition politique congolaise, 2 membres de la société civile, 2 membres du syndicat, 2 membres de la diaspora, 2 membres de l'armée. Donc il y a une parité. C'est eux qui sont le garant de la consultation de l'appel à projet. Et l'appel à projet doit être financé par le pouvoir en place. Et l'appel à projet doit être suivi par les représentants de la commission consultative. Ce sont des projets qui sont exposés à la population tout entière. Comment on peut soutirer ces projets et les mettre sous la botte de quelques influents? C'est pas possible. Quand c'est fait ouvertement, avec une presse libre qui suit et poursuit la divulgation de l'opération, de consultation, de préliminaire, non, ça ne peut pas être caporalisé par une force ou une autre. Quand la chose est publique et publiée ouvertement, on diminue la captation. Et par le fait que la parité organisationnelle est là, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra siphonner la sève même que propose chacun. Parce que ce ne sont que des propositions. S'il y a des gens qui pensent le contraire, eh bien, ils devront débattre pour démontrer que telle proposition d'un tel collectif, d'une telle individualité est fausse. Et c'est dans le débat public qu'il doit monter les muscles. Ça ne sera pas par l'argent qui sera partagé. Nous y veillerons nous tous. Parce qu'en ce moment-là, on a rendu notre population capable de participer à la chose nationale. Elle ne permettra pas qu'elle soit siphonnée ou couillonnée. Ça, je vous le garantis. En fait, ceux qui sont en train de nous écouter, je sais que les gens sont toujours sceptiques parce qu'ils sont toujours habitués avec le pouvoir en place qui écrase tout. Mais là, nous commençons déjà le renversement du pouvoir en place. Nous mettons l'homme à la place qu'il faut. 2 membres du PCT et apparentés, 2 membres de l'opposition, 2 membres de la diaspora, 2 membres de l'armée pour la sécurisation de tout, parce qu'il faut collaborer avec l'armée pour qu'elle soit à sa place, pour qu'elle ne soit plus politique, mais qu'elle soit apolitique. Il faut la faire participer aux grandes décisions nationales. Et ce n'est que normal. C'est la place de l'armée. Donc, en réalisant les choses ainsi, d'une manière ouverte et démocratique, non seulement que nous entrons dans la démocratie, mais nous la consolidons et nous la faisons émanciper dans notre pays. Alors, dans ce bouquin, dans cette dernière publication, sans question-réponse sur la seconde conférence nationale souveraine congolaise, vous avez tout prévu. Pas seulement dans celui-ci, même dans les précédentes publications. Vous avez prévu, en fait, les garde-fous, n'est-ce pas? Les garde-fous pour éviter qu'il y ait de l'improvisation. Oui. Pour éviter qu'il y ait de l'improvisation, d'où il y a donc un appel préalable au projet et un examen de ces projets par les populations, et avant de soumettre tout cela à la commission d'organisation qui serait le porteur de tous ces projets, oui, au niveau de la conférence nationale, de la seconde conférence nationale. Alors, en faisant cela, vous semblez vouloir donc inverser la logique traditionnelle des conférences nationales, des conférences politiques. Oui. Au lieu de réunir d'abord les acteurs pour leur demander ensuite ce qu'ils proposent, vous suggérez
que les solutions soient travaillées, débattues et confrontées à la population avant même l'ouverture de la conférence. Et partiellement adoptées. Voilà, et partiellement adoptées. Parce que la population a déjà adopté. Exactement. Maintenant, les délégués doivent adopter. Voilà, ce qui distingue donc cette méthode des méthodes des conférences nationales que nous avons connues un peu partout en Afrique, y compris celle de 91 chez nous, au Congo-Brazzaville. Donc, la seconde conférence nationale deviendrait à partir de ce moment-là, alors essentiellement un lieu d'arbitrage entre plusieurs projets de société déjà élaborés et débattus. Voilà. Et pour la constitution d'un projet de société nationale. Voilà, pour la constitution d'un projet de société nationale. Alors, pourquoi considérez-vous cette méthode comme plus efficace? Et pourriez-vous nous donner quelques exemples, sinon un seul exemple, de grands projets possibles ou réformes qui devraient, selon vous, être préparés avant la conférence? Par exemple, les audits sur l'exploitation pétrolière, forestière et minière de notre pays. Il faudrait que quelque part sorte un collectif qui a fait des recherches sur la gestion opaque pétrolière, forestière et minière de notre pays. Parce que nous avons le livre sorti par le Premier ministre qui défendait un quinquennat louable du président de la République, alors que la population souffre le martyre. Mais comment un pays producteur de pétrole? Nous ne savons pas la véritable quantité du pétrole que nous exportons. Nous ne savons pas où va l'argent. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est un chantier. Il faudrait que les gens débattent de cela avant d'arriver à la conférence pour qu'il y ait toutes les pistes qui jaillissent dans le choc de la confrontation des experts dans ce domaine. Il y aura des experts de la mouvance présidentielle pécétiste et apparentée, mais il y aura des experts de la diaspora, il y aura des experts de l'opposition, il y aura des experts, par exemple, des ONG, organisations non gouvernementales. Tout ça, ils devront se mettre à travail. Il y a des journalistes de recherche qui devront porter ce projet et finalement, vous verrez que cette question sera déjà dépouillée, c'est-à-dire mise à nu devant tous, et on aura toutes les pistes de recherche de la vérité dans ce domaine. Il y aura par exemple la diversification économique. Quelqu'un qui nous table sur comment est-ce qu'on peut produire de la richesse nationale à partir de l'agriculture, la pêche, la pisciculture, la viticulture et autres. Il y a des gens qui vont nous dire que nous allons construire des routes millénaires dans notre pays. Il y a des gens qui vont nous dire l'armée ne fera plus de la politique, l'armée rentre en caserne, mais l'armée va s'occuper, de la recherche scientifique, elle va s'occuper de la sécurisation du pays et du génie civil et d'autres opérations économiques dans le pays. L'armée deviendra productive au lieu qu'elle soit une armée dépensière. Donc vous voyez, j'ai pris beaucoup d'exemples pour faire comprendre aux gens qu'en réalité ce sont des choses que nous connaissons, mais nous ne trouvons pas comment les faire et quelle est la légitimité à apporter aux compétences dans notre pays. Je suis dans l'élan de l'ORCEFA, l'opportunité du rapatriement des cadres et fonds africains. Nous avons des grandes expertises ici en France, en Europe, en Amérique. Je vais vous donner un exemple. Milongo venait de la Banque mondiale quand il est venu présider la transition. Donc nous avons des compétences, mais il faudrait les faire revenir. Mais pour les faire revenir, il faut une pacification politique et un grand projet qui doit faire participer et ceux qui sont dans la nation et ceux qui sont dans la diaspora pour la volonté du développement de notre pays. Donc voilà pourquoi je procède ainsi, pour qu'il y ait une large légitimité de ce que nous allons faire dans la conférence nationale. La seconde conférence nationale souveraine n'aura qu'à légaliser la légitimité des projets
concoctées par la population. Et tout va marcher selon la légitimité nationale et la légalité nationale. Voilà comment est-ce que nous allons produire la révolution des mentalités. Nous n'allons plus travailler comme travaille actuellement la mouvance présidentielle pécétiste et apparentée pour nous produire le chaos actuel avec 14 000 milliards pour les générations futures, alors que ces 14 000 milliards devaient être injectés dans l'économie actuellement. Mais nous voyons que toutes les sociétés, toutes les entreprises sont en train de s'écrouler parce que siphonnées par la famille présidentielle. Ça, ce sont des vérités qu'on ne peut plus cacher. Donc voilà la meilleure manière de travailler. Quand vous élevez la population, eh bien, la population travaille. Vous ne pouvez pas forcer la population à subir la soif et la faim en disant que tout marche, alors que la population sait que rien ne marche. Donc voilà, nous sommes là pour rendre possible la dignité nationale du citoyen et le rendre capable de participer à l'effort de développement de sa propre nation qu'il aime autant que n'importe qui dans notre pays. Très bien. Alors, cet ouvrage, comme celui-ci est paru le 4 juillet, est disponible, n'est-ce pas, sur Amazon. Et celui-ci est paru très récemment d'ailleurs, c'est je crois le 14 juillet. Et donc, dans ces ouvrages, ces ouvrages sont complémentaires. Disponibles. Voilà, complémentaires. Et celui-ci représente une architecture institutionnelle et intellectuelle séduisante. D'ailleurs, toutes ces publications représentent vraiment des architectures institutionnelles et intellectuelles séduisantes, mais il n'est pas impossible qu'elles se heurtent à la réalité des rapports de force. Vous avez déjà répondu à cette question. Si les autorités congolaises ne souhaitent pas organiser cette seconde conférence nationale souveraine, voilà. Vous avez expliqué qu'elles devraient accepter que cette conférence nationale se tienne, car c'est pour le bien de la nation. C'est ce que vous avez donc expliqué et que vous soutenez dans ces ouvrages. Donc ici, nos téléspectateurs, sinon nos compatriotes, trouveront ici, dans cet ouvrage, sans question, ceux qui hésitent encore, ceux qui ont des doutes, ceux qui sont sceptiques, qui se disent, bon, comment, pourquoi une seconde conférence nationale? Eh bien, vous avez les questions que vous vous posez, elles trouveront leur réponse ici, car l'auteur y a répondu par anticipation. Et donc, j'invite les Congolais, j'invite les panafricains à se procurer ces ouvrages. Celui-ci, c'est le nouveau plaidoyer pour la seconde conférence nationale congolaise. Et celui-ci, c'est sans questions et réponses sur la seconde conférence nationale souveraine congolaise. Alors, révérend Gaston Mohougou, quand on a dit tout cela, qui devrait prendre l'initiative de ce projet? La société civile, les partis politiques, les confessions religieuses, la diaspora, une coalition nationale ou le pouvoir en place? Tous à la fois. Tous à la fois, parce que en réalité, la tête doit être le pouvoir en place. On ne peut pas faire une seconde conférence nationale souveraine congolaise sans le pouvoir en place. Ça ne serait pas une conférence nationale souveraine. Parce qu'une conférence, c'est l'assemblée des conférenciers. Elle doit être nationale. Donc, elle doit comporter toutes les entités nationales. Elle doit être souveraine, c'est-à-dire que les résolutions prises en
seconde conférence nationale souveraine doivent être soit de facto exécutoires, soit par intermédiaire exécutoire. Nous recusons la seconde conférence nationale souveraine simple, c'est-à-dire celle qui laisse entre les mains du pouvoir existant le choix de transformer en loi ou non les résolutions de la seconde conférence nationale souveraine. Donc les deux premières doivent l'être par un contrat d'habilitation, et c'est là où il y a le combat, la véritable bataille pour la réalisation de la seconde conférence nationale souveraine réside en ce que les représentants de la mouvance présidentielle PCTiste et apparentée, de l'opposition, de la société civile, des syndicats, de l'armée, de la diaspora et de quelques indépendants s'accordent sur la forme et concluent le contrat d'habilitation pour la réalisation de la seconde conférence nationale souveraine. Quand ils choisissent les deux premières et sont d'accord de ne pas choisir la troisième, alors tout ira pour le mieux du peuple. Le pouvoir en place doit s'impliquer dans la réalisation de la seconde conférence nationale de la même manière qu'ils gouvernent. Parce que c'est leur responsabilité. C'est la continuité de leur responsabilité. Dans leur responsabilité gouvernementale, il y a la recherche de solutions. Et la recherche de solutions n'est pas absolument réservée à la gouvernance. La recherche des solutions est à la fois pour la gouvernance, pour l'opposition et pour la population dans ces diverses entités. Syndicats, armées, presse et médias, administration, diaspora, toutes les entités doivent s'actionner dans la participation citoyenne. Voilà ce que nous sommes en train de proposer. Donc il n'y a pas quelque part une idée de pensée qu'on peut réaliser la seconde conférence nationale souveraine sans le pouvoir en place. Et il n'y a pas quelque part l'idée de tolérer que le pouvoir en place refuse une seconde conférence nationale souveraine. Puisque c'est pour la sortie de crise, d'une crise existante, multidimensionnelle en plus. Elle est même une crise historique, elle est même une crise civilisationnelle. Et ça, je le démontre très bien dans mes ouvrages. Donc, c'est de leur droit. Ils s'imposent à la population de pousser les verrous verrouillés et d'amener le pouvoir en place à organiser la seconde conférence nationale, selon les propositions que nous sommes en train de leur faire, parce que cela fait partie de la participation citoyenne, de nos élites, de nos compétences. Très bien, révérend Gaston Marungu. Alors, faut-il encore considérer sans question-réponse sur la seconde conférence nationale comme un simple ouvrage de réflexion, ou devons-nous désormais le lire comme une proposition d'architecture politique et institutionnelle, comme une feuille de route, pourquoi pas, pour une future refondation du Congo? C'est une feuille de route pour la future refondation du Congo, la création d'un état de droit. Très bien. Alors, plus haut, vous avez dit Denis Sassou Nguesso détient les titres fonciers du Kwilu, ce qui lui confère le statut de propriétaire du pétrole congolais. Oui. Et la preuve, vous dites, il en fait ce qu'il veut. Hein, il en fait ce qu'il veut, les enfants ont des puits, les enfants ont des participations, les enfants ont des... voilà. Et le peuple... Les entreprises fantoches. Et voilà, les entreprises... pour l'extraction, qui n'extractent pas, pour la vente, qui ne vendent pas, tout simplement pour avaler les 40% de la redevance pétrolière de notre pays. Parce que les 60% vont à la prospection, à l'extraction et à la vente. Voilà. Et donc, du coup, des firmes, des multinationales qui viennent exploiter dans et quand on sait que, le PIB du Congo, la richesse de notre pays est constituée, je crois, à 60% par les revenus du pétrole, oui. et on dit 60% par les revenus du pétrole, 80%, sauf que ces revenus du pétrole ne se retrouvent pas au niveau du trésor public. Non. Donc c'est de l'argent qui
qui échoue dans les poches, dans les... c'est l'argent capté par la famille biologique du président, de la République. Voilà et pourquoi j'ai parlé de captation de la richesse nationale. C'est ça le terme politique le plus en vogue pour comprendre. Exactement. Et bien, la conséquence, c'est que les populations sont dans une prévarication, dans une précarité, dans une pauvreté inouïe. Et dans notre pays, ceux qui travaillent, on les appelle parfois, on les appelle les salariés. Sauf qu'au Congo, difficile aujourd'hui de les appeler salariés, puisque nous avons des retards de salaire dépassant 50 mois, dépassant 80 mois, c'est du jamais vu. Mais c'est parce que la richesse nationale est captée par le pouvoir à vie. À vie. Et donc, du coup, ça pose un énorme problème. Et c'est le problème qu'il faut résoudre, en fait. Toute cette proposition de la seconde conférence nationale est d'attaquer frontalement ce problème sans violence et parvenir à trouver une solution. Quitte à dire, écoutez, rapatriez les fonds que vous avez. 75% vont être déposés au trésor public, 25% de ces fonds, on vous les rétrocède avec l'obligation de pouvoir créer des emplois à votre propre profit. Voilà. Donc ce sont des solutions que je propose. Des solutions, très bien. Voilà. Alors donc voilà, et donc on retient que vraiment le problème de notre pays, c'est la captation des revenus pétrolières, forestières et minières. Des revenus de nos ressources naturelles, minières, etc. Et tant que ce problème n'est pas résolu, tant qu'on n'a pas remis les clés du coffre acquis de droit à la souveraineté du peuple, le pays tournera en rond sans connaître le développement, sans connaître le progrès. Oui. Ce n'est pas un mystère, c'est comme ça que fonctionnent tous les autres pays. Voilà. Les revenus du pays ne sont pas la propriété d'un individu, fût-il président de la République. Alors, quand on a dit ça, puisque aujourd'hui c'était le lieu et le moment de mettre en avant les 100 questions-réponses sur la seconde conférence nationale congolaise, puisque nous arrivons au terme de cette émission, question de politique. Révérend Gaston Mahungu, si vous deviez convaincre en 1 minute un Congolais encore sceptique de lire ce livre et de réfléchir à votre proposition de seconde conférence nationale souveraine congolaise, que lui diriez-vous? Je dirais aux lecteurs sceptiques que les slogans politiques émis en diaspora et en national pour faire partir Sassou, qui n'ont pas réussi depuis un quart de siècle, plus de 25 ans, ne sont pas une alternative pour nous. Et considérer la proposition de la seconde conférence nationale souveraine comme étant naïve doit être le sujet de réflexion de chacun de nous. Parce que personne ne propose quelque chose de concret que rassembler tout le monde avec la possibilité de suivre la feuille de route telle que je la trace. Surtout avec l'innovation de faire précéder la seconde conférence nationale par un appel à projet. C'est du jamais vu sur notre terre. Et donc vous allez comprendre que cette question de conférence nationale souveraine est la seule manière de remettre le pouvoir souverain entre les mains du peuple et que le peuple soit à mesure de légiférer et de gouverner avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Révérend Gaston Mahungu, merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté notre invitation et d'avoir présenté, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs toute la substance, toute la quintessence de cet ouvrage, de ce nouvel ouvrage intitulé « 100 questions, réponses sur la conférence nationale souveraine ». À travers cet entretien, une idée apparaît clairement. 100 questions-réponses sur la conférence nationale souveraine congolaise
ne semble pas avoir été conçu simplement comme un livre supplémentaire sur la conférence nationale souveraine. Il cherche à répondre aux objections, à dissiper les incompréhensions, mais également à transformer une idée politique en méthode. La proposition mérite donc d'être discutée, car, au fond, la question posée aux Congolais n'est peut-être plus seulement faut-il ou non une seconde conférence nationale souveraine? Elle pourrait désormais être formulée autrement. Si une seconde conférence nationale souveraine devrait avoir lieu, comment faudrait-il la concevoir pour qu'elle ne reproduise ni les insuffisances du passé, ni les pratiques politiques qui ont conduit le Congo aux difficultés actuelles. Et c'est probablement là que commence le véritable débat. Merci à vous, chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, vous qui avez suivi cette émission Questions de politique d'aujourd'hui avec autant d'entrain. Vous êtes sur la chaîne Lumière du Congo, la chaîne de tous pour tous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous consacré au Congo, à son histoire, à ses institutions et surtout à son avenir. Merci à vous. Merci, révérend Gaston Maungo. Merci.